bonsoir. L'Université de Pau, dont l'un des centres de recherche est spécialisé dans l'étude de la poésie contemporaine, est très heureuse de vous présenter ce soir deux poètes, Chantal Dupuy-Dunier et Joël Bastard. Alors, je vais dire un mot sur chacun des poètes, et puis ils liront des textes, débattront un petit peu, reliront et débattront finalement, et on fera quelques questions avec le public. Alors, Chantal Dupuy-Dunier est originaire de la région d'Arles, et puis a ensuite beaucoup vécu en Auvergne, notamment en Haute-Loire, dans un petit village qui est très présent dans son œuvre. Elle a été longuement psychologue dans un hôpital, donc c'est quelqu'un qui n'est pas professionnellement issu du domaine littéraire, si l'on veut. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages, dont un certain nombre chez Flammarion, donc Éphémérides, et puis 1000 grues de papier. Son dernier recueil paru et Pluie et neige sur Crons, donc le village en question, Miracle, et qui est paru aux éditions Les Lieux dits. Quant à Joël Bastard, lui non plus n'est pas en quelque sorte un professionnel des lettres, puisque il a longtemps exercé le métier de peintre en bâtiment, puis celui de bijoutier et joaillier, avant de se spécialiser, si l'on peut dire, dans l'écriture. Il est poète, mais aussi romancier, puisqu'il a publié un roman qui s'intitule Manière chez Gallimard, et par ailleurs auteur de théâtre. Il a publié une trentaine d'ouvrages au total chez différents éditeurs, les éditions Almanar, pour des ouvrages concernant l'Afrique notamment, dont un qui s'intitule Bacofé, les éditions Gallimard, où il a publié 5 titres, dont un qui va nous lire ce soir qui est Beule, et puis les éditions Lanskin, puisque son dernier recueil paru cette année s'intitule Une cuisine en Bretagne. Voilà, alors je vais laisser la parole aux poètes et ils présenteront eux-mêmes en 2 mots les ouvrages dont ils vont vous lire des extraits. Donc, honneur aux dames, nous laissons la parole à Chantal Dupuy-Dunier. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Alors, je vais commencer par des extraits d'Éphémérides qui est paru aux éditions Flammarion en 2009. Comme le titre l'indique, il s'agit d'un poème par jour pendant une année. À cette époque, mon mari et moi-même, nous vivions, Armelle a parlé de ça, dans un tout petit village du fin fond de la Haute-Loire qui s'appelle Crons et qu'ici j'ai nommé Encreux. 21 avril. Dans l'espace exigu des civilisations, les langages ont confondu leurs signifiants avec les strates formées par les fragments d'amphores. Le phare d'Alexandrie ne délivre plus qu'à des poissons aveugles des rêves de lumière, mais ces pierres éboulées leur servent d'abri. Combien de pages pour héberger des poissons? Le rêve de la lumière brille-t-il moins que la lumière? 4 juin. Le mur du four à pain a cédé sous les coups de l'averse. Pierres et terres se mêlent aux hautes ombelles et aux pousses de prunelliers pour obstruer le sentier qui conduit au ruisseau. Ainsi les murets, ainsi les chemins, ainsi les hommes. 6 juin. Dès que l'enfant articule « tu es », il formule le meurtre d'Abel,
l'arrêt de mort primitif de l'autre, une main sans doigts, du fer et puis des lames, l'absinthe au lieu de l'aube, ce qui ôte du sens, déconstruit l'homme et la syntaxe, ce que l'on nomme guerre comme si c'était peu. 7 juin. Au milieu des herbes, des cadavres de sauterelles éventrés par les oiseaux. Mutilation, entrailles dévorées. Nulle haine en cela. Au moins, devoir dévorer l'autre justifierait nos actes. 8 juin. Que peut la poésie? Pour l'impossible, je persiste. 4 août, au Mont-Gerbier de Jonc. Une boutique de souvenirs dans une ferme ancienne au toit feuilleté de lauze grise. Un abreuvoir à l'entrée alimenté par un tuyau banal. La source du plus grand fleuve de France. À côté des marmottes en peluche, des cartes postales et du tiroir caisse. 5 août. Sur les pentes des monts basaltiques, des vaches posées en équilibre apportent leur touche blanche entre les lauriers de Saint-Antoine, les gentianes étagées et les bruyères basses. La grandeur réside dans l'humilité de la terre et le miracle du lait. 6 août, anniversaire d'Hiroshima. Ceux qui croient en l'immortalité et celui qui n'y croit plus. Il a vu, contre les marches de la chambre de commerce d'une ville, irradiée par les 6 rayons d'un fleuve, le négatif d'un homme réduit à son ombre, confondu avec son ombre, jusqu'à l'effondrement du support de son ombre. Je continue à écrire pour un théâtre de papier. 7 août. Le petit garçon joue avec ses frères. Il joue aux soldats dans le terrain vague. Le père a fabriqué pour eux des épées, 2 morceaux de bois assemblés par des pointes. Les enfants confondent les soldats avec des chevaliers. Dans leur livre d'histoire, les chevaliers sont vêtus de boîtes de conserve et ont un bec comme les oiseaux qu'ils relèvent pour embrasser les princesses. Plus tard, le petit garçon sera soldat pour de vrai. Il tuera ses frères et il violera les princesses. 14 août. L'homme, découvrant le tonnerre, la force des fièvres et la perte du sang, le froid d'un corps au visage de cire, est tombé à genoux dans la terre boueuse et a balbutié le tout premier poème. 15 août. Les signifiés du feu apparurent à l'homme, les formules des fièvres et celles du sang tissèrent un rituel ténu entre l'effroi et lui. Mais jamais ne s'anima la cire au visage des défunts. Alors, l'homme érigea entre la mort et lui le rempart sonore des mots. 16 août. L'homme regarde le trait droit d'un morceau d'ébène déplacé par la mer. Du bout de son index, il trace dans le sable la même ligne et il se met à rire, l'homme des origines, parce qu'il est devenu la mer. Puis, il tourne les yeux vers le soleil, dessine un rond sur la plage et il rit plus fort encore, l'homme des origines, parce qu'il est devenu le soleil.
16 mars. Ce langage provient des tombes et des bûchers. Ses lettres sont d'os et de cendres. Sa voix, le chant d'un oratoire. Sa musique, un rituel très ancien, dont l'écho répercute les vibrations jusqu'aux prochains os, jusqu'aux prochaines cendres. 17 mars. Mais nous sommes vivants, grâce aux os, grâce aux cendres. Les hommes ont édifié des sanctuaires et des poèmes. Certains tiennent encore debout face au questionnement. Nous articulons la langue de nos morts, mais nous parlons encore. Et les mots, entre nos lèvres, participent du chant du monde. 18 mars. Ce sont les matins qui importent. La timidité rougissante des matins. Cet instant précis où un rayon glisse un regard indiscret à l'intérieur de notre chambre. Cet instant précis où nous pouvons encore inspirer le jour. 11 avril. Ce sont les matins qui importent, ceux de l'humanité balbutiante à la recherche de ses contours, petitesse et grandeur de l'écriture. Je marche à quatre pattes, mes genoux laissent une trace sur la page. Place à Joël Bastard maintenant. Je vais vous lire la moitié d'un livre, un petit livre. Ce soir, Neil Armstrong marchera sur la Lune, édité à l'Esperluette et illustré par Patrick Devreux. Il est en deux parties, je lis la première partie. Mon nom est Saïd et je vole dans le ciel. Pour le moment, je suis encore vivant. Je vole dans les yeux d'un berger. Je traverse l'auréole lumineuse de ses yeux. Au moins, lui, nous aura vus voler juste avant que Neil Armstrong ne marche sur la Lune et que le monde se taise devant l'image bleutée d'une télévision. Près de moi, Zacharie regarde le paysage en bas. Des bêtes cheminent dans des sentiers étroits. Il regarde la finesse du pont romain, la rivière. Ses yeux à lui sont exorbités. Il ne dit rien. J'entends comme un cri qui se tait dans sa gorge. On en aurait des choses à se dire, mais on n'en aura sans doute pas le temps. Avec Zacharie, on avait prévu de regarder, nous aussi, la télévision avec tous nos jeunes à la guinguette du camping. Cela fait 15 jours que l'on travaille ensemble. On est parti de Lyon avec une douzaine d'adolescents. Zacharie et moi, on n'est guère plus vieux. À 22 ans, c'est notre premier vrai boulot. C'est ce que je compte faire à l'avenir. J'aime ça, m'occuper des jeunes. Leur montrer un peu le monde et ce qui est possible d'y faire. Ils ont en moyenne une quinzaine d'années et ils sont excités comme on peut l'être à cet âge-là pour un premier voyage hors de la cité. Sur le bateau, on a cru avec Zacharie qu'ils allaient tous sauter à la mer pour rattraper les dauphins qui nous ont suivis tout le voyage en cabriolant devant l'étrave. Quand on s'est installé au camping, le patron nous a fait 1000 recommandations d'un air pessimiste. Les jeunes couraient partout. Vous les calmez, sinon je vous vire. Il regardait Zacharie en ne parlant qu'à moi. Et avec moi, c'était déjà beaucoup d'efforts. Vous restez combien de jours? J'ai appelé tous nos jeunes pour leur dire de se calmer et de planter les tentes au fond du camping derrière les toilettes. Le patron nous a surveillés tout le temps de l'installation.
Une fois les tentes plantées en cercle, on s'est assis comme des Indiens pour discuter des lois de ce pays nouveau pour chacun d'entre nous. Pas de bruit, pas de provocation inutile, donc pas de bagarre, pas de chahut avec les filles d'ici, pas de regard de travers pour la population locale, pas d'insultes, pas de réflexion sur le mode de vie, pas d'alcool, pas de sortie en ville sans notre autorisation. Tous les jeunes se sont levés, pressés d'aller se baigner, en nous disant « D'accord, d'accord, on vous jure qu'on se tiendra à carreau, monsieur, pas de ci, pas de ça. » Ce surnom m'est resté toutes les vacances jusqu'à l'affaire du bar. Pourtant, je leur avais bien dit, à la moindre histoire douteuse, tout le monde dans le bateau et retour au bercail. Terminé les vacances. Ils se sont tenus tranquilles les 6 premiers jours, vifs, parfois bruyants, mais tranquilles. Ils lézardaient le plus souvent au soleil au bord du Golo, en se racontant leur vie ou ce qu'ils aimeraient vivre. On était toujours avec eux à la baignade, pour les courses à Corté, à la table de ping-pong, toujours ensemble. On est même allé voir un film au cinéma, Horreur à volonté. Très mauvaise idée ce film. Il y avait une chaleur épouvantable dans une salle sans ventilation, où tout le monde, sans exception, fumait. À chaque apparition d'un couteau, d'une scie ou d'une hache, le public hurlait et faisait tourner d'énormes crécelles en bois, soufflait comme des bêtes dans des cornes de chasse. Nos jeunes nous ont même dit à la sortie du film qu'ils étaient des anges à côté des habitants de ce Barnum. Enfin, un jour, 3 de nos anges sont rentrés dans ce bar maudit entre tous pour commander des bières. Le premier ange était blond et de sexe féminin. Le deuxième ange portait les cheveux longs. Malheureusement pour lui, il était de sexe masculin. Quant au troisième ange, lui, il avait la peau noire, comme celle de Zacharie. L'ange noir a traversé le carreau de la grande fenêtre du café. Son bras était coupé à plusieurs endroits, ainsi que le côté droit de son visage, surtout la joue. Heureusement, ses yeux n'étaient pas touchés. L'ange blond pleurait. « C'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Je n'aurais jamais dû porter cette jupe. Jamais on n'aurait dû entrer dans ce café. » L'ange aux cheveux longs répétait « Ils sont fous, jupe ou pantalon. » Je vous dis qu'ils sont fous, complètement à la masse. À enfermer. Zacharie a écouté toutes les explications. La jupe de l'ange blond était brodée de fleurs. On a compris qu'un gars au bar lui avait dit qu'il lui manquait une grosse queue à cette jolie petite fleur. Tous ont proposé la leur. L'ange noir a rétorqué « À toi, il te manque un neurone. » Et tout le café lui est tombé dessus en hurlant « Barrez-vous, on ne veut pas de vous ici. Étrangers, dehors. » Des coups de poing, des cris, des coups de pied. Et l'ange noir a volé sur le trottoir sans passer par la porte. Je suis resté au camping à m'occuper de lui. Je n'ai pas vu partir Zacharie. Il aurait dû m'attendre. Quelques campeurs venaient nous voir. « Je crois qu'il faut que vous quittiez le camping. Ce n'est pas très bon pour vous ici. » D'autres disaient de rester, d'appeler la police, le docteur. Pour l'instant, Zacharie était seul dans le café. Il ne pouvait pas croire que des adultes puissent défenestrer un jeune homme. On l'a vu revenir en courant. Ils veulent nous faire la peau. Ils veulent nous faire la peau, Saïd. Je ne peux pas croire à ce qu'ils m'ont dit. Ils veulent nous faire la peau, c'est insensé. J'ai dit aux jeunes de rester calmement au camping. Nous revenons le plus tôt possible. Nous allons chercher la police. Ne bougez pas. Maintenant, nous voilà en plein ciel, dans une voiture volée, après une course-poursuite qui dure depuis bientôt 1 heure. À croire qu'ils se sont tous donné le mot pour nous chasser de l'île. Conduire sur ces petites routes n'est pas facile. Quand je les ai vus entre la gendarmerie et nous, j'ai compris que nous ne l'attendrons pas. 3 de ces grands nerveux nous ont rattrapés pour nous donner des coups de bâton derrière le garage à la sortie de la ville. On leur disait d'arrêter,
qu'on avait compris, mais rien à faire. Ils avaient le goût de frapper, et les autres arrivaient pour nous finir. On a réussi à s'échapper. Nous avons couru le long d'un parc à vaches pour rejoindre la route principale. Il y avait une voiture au moteur allumé. Ils arrivaient tous en gueulant « On va vous crever !» On a volé la voiture. Le conducteur, un Allemand, nous a hurlé dessus en courant vers nous tout en fermant la braguette de son pantalon. On a démarré. Je pensais aux enfants laissés seuls au camping. Dans le rétroviseur, j'ai vu que ce cauchemar ne se terminerait jamais. Nous venons de quitter la route dans un bruit de crécelle. Les deux voitures qui nous poursuivaient sont maintenant garées au bord du précipice. Elles brillent au soleil. Des hommes nous regardent tomber en remettant correctement leurs chemises dans leurs pantalons ouverts. Quand ils entendront l'impact de la Mercedes de l'autre côté des arbres, ils boucleront leur ceinturon, passeront la main dans leurs cheveux pour les peigner en arrière et repartiront en ville pour finir leur bière. Merci. Alors, vous avez tous les deux des œuvres ancrées dans des territoires. Chantal, tu as pas mal écrit sur la Provence et puis sur l'Auvergne. Joël sur la Corse, la Bretagne, les monts Jura, puisque tu vis dans une ferme isolée dans les monts du Jura. Est-ce que dans ces territoires, vous avez vu une sorte d'évolution? Est-ce qu'on peut parler de progrès? Est-ce qu'on peut voir un progrès aussi dans la nature humaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre en premier. Le progrès, c'est dans ce que je viens de lire, en fait. C'est la deuxième partie du livre, du petit livre. C'est-à-dire que... Moi, je viens d'une famille de bergers corses. Mon grand-père était chanteur et tous mes oncles improvisateurs. Et toute cette grandeur, toute cette beauté a fait qu'à l'époque, et même aujourd'hui encore, un racisme terrible envahit l'île. Anti-arabe, anti-italien, anti-tout ce qu'on veut. Enfin, l'étranger, quoi. C'est le phénomène un peu de l'île depuis tellement de temps. Et donc, moi, j'ai jamais utilisé le mot progrès dans tous mes écrits. Et même, là, c'est la première fois que je le prononce. C'est-à-dire que tout va en même temps. La beauté et l'horreur. C'est-à-dire mon grand-père qui chante avec la main sur l'oreille, comme font beaucoup les Corses. Et puis d'un autre côté, il peignait, pas lui, mais certains peignaient les personnes nues au bord du Golo. C'était l'époque, c'était les années 70. C'est-à-dire qu'on marche sur la Lune et en même temps, le bazar, l'horreur continue, quoi. Donc, le progrès, je vois pas bien. C'est tout mêlé, quoi. Tout mêlé. C'était avant Internet, bien sûr. Chantal? Oui, alors mon travail est également très ancré dans les lieux et différents lieux. Cela donne à chaque fois une immersion, une coloration différente, je dirais, au contenu de l'écriture. Alors, quant au progrès que j'ai pu voir dans ces différents lieux, j'ai longtemps vécu avec mon mari, qui est également écrivain, dans ce petit village de Crons qui pour nous est quand même devenu mythique. Mais entre le mythe et la réalité, il y a une marge qui est certainement celle de l'utopie. À savoir que, bien sûr, ça a été pour nous une formidable résidence d'écriture, je dirais, en quelque sorte, pendant 12 ans, isolée de beaucoup de choses. Mais pour moi, le progrès, il serait celui de la nature humaine. Or, malheureusement, à l'âge que j'ai maintenant, quand j'avais 15 ans, j'étais assez rousseauiste. Et maintenant, je suis tout simplement un peu pessimiste sur le progrès dont la nature humaine peut être capable
Le prochain livre d'ailleurs qui doit sortir aussi sur des lieux, ça s'appelle C'est où Poésie, et j'y parle de Saint-Louis du Sénégal, de Mayotte et du Liban. On n'est pas à Crons, mais il y a aussi beaucoup à dire, puisqu'il est question des enfants des rues qui mendient, il est question de la guerre récurrente au Liban, il est question des immigrés des Comores qui viennent à Mayotte, enfin voilà. Donc je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais je vois Les idées mènent le monde, je me suis dit d'abord c'est un titre formidable. Et après je me suis dit, si on met un adjectif, ça dépend si c'est les bonnes idées ou les mauvaises dont a parlé Joël, par exemple, le racisme. Merci. Alors, on va passer à... Sauf si Joël a quelque chose à répondre de particulier, mais on va passer à un deuxième temps de lecture. Alors, vous allez lire des textes en fait assez différents des deux premiers. Je vous laisse présenter là aussi les ouvrages, puisqu'il y a un mot à en dire un peu à chaque fois. Alors cette fois, je vais vous lire des extraits d'un ouvrage qui s'appelle 1000 grues de papier, qui nécessite une petite présentation. Au Japon, il existe un proverbe qui dit « Quiconque plie 1000 grues de papier verra son vœu exaucé ». Là, le vœu dont je vais vous parler est celui d'une fillette japonaise, Sadako Sasaki, qui est morte 2 ans après avoir été irradiée à Hiroshima. Elle est morte d'une leucémie qu'elle a développée 2 ans après cette irradiation. Et elle avait bien entendu fait le vœu de continuer à vivre. Elle est morte à l'âge de 12 ans. Et elle a tenté de plier 1000 grues de papier en origami, donc. Elle est arrivée à 644. Alors, ce n'est pas uniquement... Cette histoire m'a beaucoup frappée, beaucoup inspirée, mais ce n'est pas uniquement parce qu'il s'agit d'une histoire évidemment triste, mais parce qu'à la fois, il y a par contre un espoir dans ce qu'a fait Sadako. Elle s'est battue contre la mort. La mort, elle gagnera contre nous tous. Elle a gagné contre Sadako, un peu tôt, mais elle a gagné. Elle gagnera toujours. Mais Sadako, qui était une sportive qui faisait de la course à pied notamment, s'est battue. Elle n'a pas renoncé. Et même si elle a perdu, et je trouve que ça c'est important, parce que dans le progrès, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot progrès, ça veut dire avancer. Hein, et on avance vers quoi, malheureusement? On avance tous vers la mort. Donc Sadako s'est avancée glorieusement, je dirais, vers la mort, en résistant. Et ce qui est formidable, c'est que ce sont les enfants de sa classe qui ont plié les grues qui restaient pour arriver jusqu'à 1000. Il y a une transmission qui est, je trouve, pleine d'espoir dans cette histoire. Sadako est d'ailleurs devenu un symbole au Japon. Une statue lui a été érigée à Hiroshima même. Et chaque année, les enfants des écoles viennent accrocher à la statue des guirlandes de 1000 grues de papier. Alors, à l'image de cette petite fille, j'ai plié 644 poèmes. Je n'ai pas voulu aller jusqu'à 1000 parce que je sais que moi aussi, un jour, ça s'arrêtera. Un delta lointain. Pour ne pas mourir, une fillette plie des grues en papier. Petite fille et little boy. Titre d'un conte des temps modernes. Il était une fois un homme qui osa baptiser la mort du nom de sa propre mère. Ce jour-là, le soleil brillait sur la ville. Ce jour-là, un soleil plus grand encore brilla sur la ville. Sadako décolle l'étiquette d'une fiole de médicaments et elle plie une grue. Vallées ou montagnes, solfège, une à une les grues ou les allumettes,
et les enfants meurent malgré tout les oiseaux. Nous retrouvons en creux, en ce début de mars, sous une pluie de papier confectionné par le ciel. Dieu plie 1000 grues blanches pour que ses vœux se réalisent, pour que l'homme continue à tomber malade et que la guerre demeure sur terre. Je prends la feuille d'un mot et je la plie, qu'il devienne autre, tente de tenir debout. Un pli. Vallée au-delà de la cour, montagne aux hanches lourdes, un pli. Et le poème aura la densité des pierres, dont il subsiste l'empreinte de la taille, une marque discrète sur le pilier d'une abbatiale, apposée au flanc de la bête langagière. Cérémonie, opération chirurgicale que le poème. Extraire, incise le derme avec tes dents s'il le faut, sans bris, soulève les os, fouille en profondeur là où déjà une parole, suturée. Ultime phase avec du fil de chat. Mon âme frappera à la porte de l'arbre, elle dit. Qu'est-ce qui s'ouvrira, elle dit. Un champ d'écorce, elle dit. Écoute et danse, elle dit. Il suffit de se laisser guider, elle dit. Je vois le cercle en feu de la résine, je vois le ventre ouvert de ma mère. Je vois l'arbre à partir duquel sont nés tous les arbres. Je tente de ranimer le chant avec mes pauvres lèvres en soufflant sur les braises, en tisonnant les cendres des roses. Passe la horde des mots vivants. Certains marquent un temps d'arrêt. Entrez, je dis. Prenez place sur ce coussin, je dis. Vous savez mieux que moi, je finis par dire, rien à vous ordonner. J'incorpore bruits et silences, notes de parfum posées sur le poignet du monde ou au creux de son aisselle. Je suis ce vol de grue qui fractionne le paysage scriptural. Cristal des éclairs sur leurs ailes blessées, les oiseaux tentent de poursuivre le voyage. Il pleut des grues d'origami sur la couverture en coton d'un lit d'hôpital, au long des couloirs blancs, dans les paumes ouvertes des visiteurs. Il pleut de vrais oiseaux dans les rêves. Dans les rêves, on parviendrait à compter jusqu'à 1000, à aller jusqu'au bout du voyage. Dans les rêves, on pourrait... Sadako plie une grue dans un souffle entré par la fenêtre. Humble la vallée, le vent glisse sur les monts, saison dénudée. L'enfant galope sur un coursier de papier en direction de Samarcande. Dans un poème, Sadako plie une dernière grue. Les doigts de l'enfant lui font mal. Elle repose ses bras sur le drap. Une grande aile passe devant ses yeux. Elle se tourne vers le mur et se tait. Joël Bastard maintenant avec un extrait de Beule.
encore un livre en deux parties, donc je vais vous lire un extrait d'Ambeul de Le Sans Bornes. Le Sans Bornes, donc l'infini. Si j'ai choisi tout à l'heure Neil Armstrong, marchera sur la Lune, c'est évidemment le racisme, et là, c'est Le Sans Bornes, c'est une tentative à œil nu, sans lunettes astronomiques, de tenter de réaliser ce qu'est ce sans bornes, cet infini. Tu ouvres la fenêtre, une sauterelle sur son rebord. De l'autre côté du grand fleuve, l'estomac éventré du ciel. Les étoiles sont dans la soupe au fond du bol, petits cygnes mous que l'on repousse de la fourchette. Pas une couture, pas un raccord. La profondeur n'a pas assez de souffle pour tenir la distance. Je ne vois pas ce que peuvent mes yeux, ce que peuvent mes gestes, ce que peuvent mes mots. Jamais nous ne saurons ce que le ciel entretient. Le ciel, cet espace qui ne nous regarde pas. Après avoir posé l'échelle contre le mur, nous voilà sur le toit, à cheval sur le faîte. Assis sur la construction, cette grammaire aux yeux doux, nous ne sommes pas plus avancés, plus élevés, pour percevoir les verrous innombrables de l'espace et de sa transparence. Et la clé que nous serrons si distinctement dans la main n'ouvre qu'une porte, celle qui mène au ciel de notre plafond. L'astronaute, nostalgique de son plafond et de l'interrupteur pour éclairer sa chambre, regarde de son engin l'espace insoutenable. Son corps le sait bien, allongé debout en tous sens. Il ne voit pas plus loin que nous, rester sur la Terre pour commander sa machine. La conquête de l'espace, c'est l'enfant qui, suivant la tortue, ouvre la porte du jardin et se trouve nez à nez avec d'autres animés. Abaisser la tête sur la surface du monde, l'on oublie l'espace goulu et tout est à recommencer. Il faut nourrir le cerveau d'idées vagues et de pensées confuses, mettre de côté les gravures de Jules Verne et les sombres macérations de Lovecraft, puis les mains perdues dans notre circonférence, être cet idiot emprunté sous la voûte, se retenir de frapper le bidon afin d'émeuter le village. Personne ne dit mot de l'immense, cet espace sans arrêt, ou alors de l'humour, de l'emphase endormissante. Un se verse un verre de vin, l'autre prend à bras le corps de lin, certains dansent sur la braise, et les danses plines couvrent la lande. Les créateurs conçoivent des miniatures pour consolider l'habitat. Le ciel ne nous tombe plus sur la tête. Les petits dieux sont dans les livres d'histoire et font rire les habitants de la contrée voisine. Et l'espace, toujours là, l'infini au placard sans fond, fait de nous des cruches d'eau et de sang exposées à la devanture d'une terre orpheline. Ne cherche pas tes mots, l'espace n'en a cure. Il ne te lira pas comme te lisent tes proches. Les mots sont pour ici. Et l'imagination, les yeux et les mains dans la marmite, fermente mais ne soulève pas le plafond. Le goudron et la poudre, la paille, le nucléaire, les bois précieux, les pignons de fer et la force des marées n'ajouteront pas un barreau à ta courte échelle. Prétentieux, prétentieux, tu ferais n'importe quoi pour échapper à la grande bibliothèque commune.
L'enfant dans le sans-borne est occupé à rire, à jouer aux osselets, à taper du front dans les seins de sa mère. Plus tard, il lèvera les yeux avec l'envol d'un oiseau, les baissera sur un poisson. Plus tard encore, comme manipulé par une pensée physiologique, il posera des questions à n'en plus finir sur la terre qui tient en l'air. Puis, il s'occupera dans les inventions et les échafaudages. Il grandira sans réponse et se contentera de la théorie de l'expansion de l'univers. Faute de mieux, parfois, le souffle coupé, la parole inutile, il se demandera « mais l'expansion dans quoi ?» Je suis comme la barque de Ponge, au large de l'eau elle-même, à qui l'on demande « comprends-tu ce qui te porte ?» et qui répond de loin en loin « coup-ci, coup-ça », et finalement ne répond pas, mais dérive sans rive pour accoster son voyage. Un jardin ratissé sous la voûte céleste pour le ventre de l'homme et pour contenir ses jours. Des planètes pour le ventre de l'univers. Pour quel ventre l'univers? Et ce chou pommelé, astéroïde en ruine, la soupe de ce soir. La barrière est un M, un Z, un U, un A. Ces lettres de bois fusé laissent passer le ciel. Le clou rouillé qui pique ta chaussure est l'âme du météore que tu remettras en forme et du marteau frappera pour reclouer le bois blanchi. La barre du thé de tremble au I de noisetier. Ce jardin enclos continue à recevoir de toutes parts les émissions incontrôlées du grand large. Laissons tomber les vieilles lunes, toujours la même. Il y en a d'autres. Le jour, la nuit aléatoire. Allez la terre, il y en a d'autres. Laissons tomber la pensée pauvre, la pensée pieuse, le jeu de loi, la roue du pan. Laissons tomber la courte échelle, les remparts enfantins sur le globe terrestre. Dans la chambre à coucher, l'image de ce globule est une veilleuse, une faible lumière que l'on parcourt du bout des doigts. Il y en a d'autres. Les empreintes coulent dans la sente et vont rejoindre la transparence. La gelée blanche est émouvante sous mes pieds. Je te rejoins, petite terre. Mes bagages sont vides de ce voyage immobile. Je ne ramène rien et je suis dans mes yeux. Aucune science ne tient debout devant ces chimères lointaines. Je me souviens de celle-ci terrestre, de ce pain dans les landes, de cette anomalie cancéreuse et brouillonne, passant dessous, les yeux en l'air, à me demander pourquoi d'un seul coup d'un seul, tout ne basculerait-il pas dans un fouillis cellulaire d'une grande beauté dont nous serions exclus. Merci. Alors, les deux ouvrages dont vous venez de nous lire des extraits évoquent tous deux en partie le progrès scientifique. Peut-être auriez-vous un mot à nous dire sur poésie et science, sur le progrès scientifique qui peut être envisagé de manière plus ou moins positive. Peut-être Chantal ? Je crois qu'il y a une grande parenté, je sais que Joël partage cette idée, on en a parlé à table, entre la science avec un grand S qui englobe toutes les sciences et la poésie. Avec souvent, on a pu constater une intuition du poète de certains faits scientifiques. Bon, c'est pas... ça serait trop simple, mais quand même, cela existe. Et je crois que ce qui est... J'ai retenu de ta lecture, notamment cette expression « soulever le plafond ». Je
crois que c'est là quand même que réside l'espoir. Cette nature humaine, moi, me désespère, je le redis, mais l'homme, après tout, aurait la possibilité d'être différent de ce qu'il est la plupart du temps. À savoir qu'il a la possibilité, justement, déjà de se poser des questions, à défaut d'avoir toujours la réponse, qui n'est déjà pas si mal que ça. C'est un dépassement, voilà, c'est soulever le plafond, aller vers le haut, un dépassement de soi. Et dans la poésie, à mon avis, et dans tous les arts, on a affaire à ça. Alors après, à quoi ça sert, pour combien de temps, peut-être que ça ne sert à rien, c'est pas grave. C'est la possibilité d'aller plus haut par la pensée, par l'écriture, par la science. Joël ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, pour écrire le Sans bornes, j'ai travaillé au CERN pendant 2 ans, au Centre européen de recherche nucléaire, mais c'est surtout mon père qui a fait toute sa carrière là. Et comme je ne suis pas très doué dans les sciences, mais je les aime profondément. J'aime toutes ces recherches, je trouve ça fantastique. Et là, j'ai coutume de dire que je suis vraiment dans les yeux, donc je travaille avec les yeux. Enfin, je vis avec les yeux. Et cette tentative, c'est sans outils, c'est sans matériel, c'est sans matériel de mesure, etc. Et j'en ai pleuré. C'est ça l'expérience de l'écriture. J'en ai pleuré de vertige. Bon, mais quelques mois pour écrire un livre. Et c'était vertigineux, c'est-à-dire que juste de se mettre, ce qu'on fait très rarement finalement, c'est juste de se mettre dehors toutes les nuits et de regarder en bas là-haut. Je l'appelle plus en haut le ciel, je dis en bas là-haut, pour réaliser cette chose, cette planète qui tient en l'air. Voilà, il n'y a pas de mystère, hein. Ma fille me l'explique comment elle tient en l'air, mais moi j'ai du mal à concevoir tout ça. Et par contre, de réaliser ça, on peut tous le faire. Et donc après, c'est pour ça que la première partie, c'est la terre, c'est Beul, c'est l'endroit où j'habite, qui veut dire source en patois. Donc les prés, la prairie, un peu de pollution lumineuse avec Genève qui est dans le bassin lémanique, mais tout de même un ciel extraordinaire. Et voilà, c'est une expérience inouïe, avec le CERN qui est en bas et moi qui le fais avec mes pauvres yeux. Moi, je pense qu'il y a du lien entre la poésie et les sciences, évidemment.